Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un nouveau génie du logiciel. Il a notamment publié un article décrivant l'intégralité du code du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer, comme s'il s'agissait d'un code logiciel. Alors raconte-nous. Oui, alors il s'appelle Bert Hubert, c'est un néerlandais, c'est un de ces génies européens du logiciel libre qui a commencé en 99 en quittant, un peu comme notre dernier génie du mois dernier, ses études à l'Université technique de Delft, une des meilleures universités aux Pays-Bas, pour fonder PowerDNS, une entreprise qui édite des logiciels de gestion de serveurs de nom de domaine. Donc le serveur de nom de domaine, c'est ce qui fait que quand on tape rapid.space dans un navigateur, ça devient On arrive au bon endroit. 176 31 129 213. Voilà. Et en fait, c'est un logiciel fondamental qui est utilisé par exemple par Cloudflare, par l'opérateur néerlandais KPN, par Access for All, Wikipédia. C'est un logiciel majeur et qui est au cœur de tous les problèmes de régulation de l'Internet. Et donc, son entreprise grandit. Vers 2011, il commence un peu à s'ennuyer. Il cède les manettes à quelqu'un d'autre. En 2015, elle est rachetée par le groupe allemand OX, Open Exchange, et elle est fusionnée également avec Dovecot, qui est un logiciel de courrier électronique et qui conduit probablement au plus gros éditeur européen de logiciels libres d'entreprise, soit pour la messagerie, soit pour la collaboration. Et donc c'est par exemple l'offre qui est au cœur de celle de Deutsche Telekom pour les entreprises, pour tout ce qui est messagerie. Et donc il commençait à s'ennuyer, il n'avait plus le droit de programmer, et puis il est retourné à l'université à TU Delft pour apprendre ce qui s'appelle les bionanosciences, c'est-à-dire en fait un domaine qui consiste à essayer de comprendre comment on passe de la molécule unique à la cellule vivante. Et donc on y trouve des experts en physique des molécules uniques, aussi bien que des experts en biologie synthétique ou en biologie moléculaire quantitative. Et peu à peu, il comprend que finalement, entre l'ADN et le code source, c'est à peu près la même chose, jusqu'à ce qu'il publie le 25 décembre. Alors, dans un premier temps, il va faire une grande conférence en 2017 pour expliquer l'équivalence entre la vie et le code source. Et donc, on va voir un extrait. DNA long-term storage, RNA active stuff that does something, RNA converts into proteins, and the proteins are the things that do things. Donc, l'ADN, DNA, c'est la même chose que le disque dur ou la mémoire flash. Ça sert à conserver l'information de la vie sur une longue durée et à la conserver sous une forme résistante aux rayons cosmiques et aux destructions avec une grosse redondance. L'ARN, c'est quand on prend cet ADN pour l'exploiter, pour en faire quelque chose, comme quand on prend un programme sur un disque dur pour le lancer en mémoire. Et cet ARN, son objectif, c'est de fabriquer des protéines. Et les protéines, c'est ce qui a un effet sur le corps. Et donc, il continue, il explique que finalement, entre les 0 et les 1 de la programmation et les codons, en fait, c'est la suite de 3 nucléotides. Et un nucléotide, c'est 2 bits. Donc, un codon, c'est 6 bits. Il arrive finalement, le 25 décembre 2020, à publier l'intégralité du code source du vaccin Pfizer. Et c'est pas le seul. Oui, il y a 2 semaines à peu près, donc les équipes de Stanford ont fait la même chose. Mais c'est Bert Hubert le premier. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de publier le code source d'un vaccin ? Donc moi, je ne comprenais pas, j'ai voulu essayer de comprendre ce que c'était, qu'est-ce que c'est que le code source d'un vaccin, comment fonctionne ce vaccin, comment on le fabrique. Et vraiment, j'ai été choqué, surpris. C'est vraiment, c'est de la programmation. Okay. Donc par exemple, pour faire ce vaccin Pfizer ou ce type de vaccin, la première étape, c'est d'aller télécharger l'ADN du vaccin Pfizer qu'on trouve en fait sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est ce qu'on voit effectivement à l'écran. Avec des ATGC ou AUGC ou APSIGC. Et après, on prend ce code et on le met dans une imprimante à ADN. Okay. Comme par exemple Kilobase Express qu'on voit là sur l'écran. Et là, on se retrouve avec un petit ADN et on va essayer de le faire rentrer dans une bactérie, par exemple une bactérie d'Escherichia coli, par une méthode
assez simple où en fait on utilise un champ électrique pour faire passer l'ADN à travers la membrane de la cellule. On parle d'électroperméabilisation. Une fois qu'on a mis des ADN dans la cellule de la bactérie, on va la faire se reproduire dans une chambre de croissance pendant 4 jours. Ça fabrique beaucoup de bactéries. On tue les bactéries, on récupère les ADN en quantité pour les mettre dans un bioréacteur. Donc le bioréacteur, ça ressemble un peu à une grosse cocotte minute. Et on va mélanger ça avec des polymérases et des nucléotides pour essayer de transformer l'ADN en ARN. Mais au lieu de mettre uniquement des nucléotides naturels, on va aller acheter, ça se trouve en ligne, un nucléotide un petit peu différent. C'est-à-dire que d'habitude, dans l'ADN, on a ATGC. Il faut se souvenir du film Gattaca. Oui. Dans l'ARN, AUGC, où U est le nucléotide de l'ARN. Mais là, ce qu'on va faire, c'est du APSI-GC. On va voir à quoi sert ce psi tout à l'heure. Donc, on reprend le bioréacteur, on mélange les polymérases, les nucléotides et les ADN qu'on a extraits des Escherichia coli. Tout ça grossit. On a alors une étape suivante qui est d'entourer l'ensemble de ces ARN de lipides, donc de graisse. Parce qu'en fait, ce sont des objets très fragiles, on s'en souvient. L'ADN, c'est la mémoire flash, ça dure longtemps. L'ARN, c'est quand on a chargé. Vive. Voilà, ça peut disparaître à tout moment. Donc, il faut mettre de la graisse autour. C'est pour ça aussi qu'on doit le conserver très froid. Et on va alors injecter ces ARN entourés de graisse dans les cellules du corps humain. Ils vont survivre grâce à la graisse. La graisse va les faire pénétrer dans la cellule. Une fois dans la cellule, l'ARN dans la cellule va arriver ensuite à se transformer en protéine spike grâce au ribosome qui lui aussi n'y voit que du feu parce que APSI-GC pour lui c'est pareil que AUGC. Et le corps rempli de protéine spike va produire des anticorps et c'est grâce à ça qu'on est protégé. Et finalement, ça a l'air très simple, ça ressemble à de la programmation. Ça a l'air très simple, mais bon, est-ce qu'on peut réussir à fabriquer soi-même un vaccin maintenant qu'on a ce code? Alors, je suis allé demander au docteur Borjigin de l'université de Tokyo, est-ce qu'on peut faire ça dans un laboratoire, par exemple, d'université soi-même? La réponse est oui. C'est pas très difficile. Alors, le résultat n'est peut-être pas tout à fait conforme aux normes sanitaires et c'est peut-être pas un vaccin parfait, Ouais. mais sur le principe, c'est tout à fait possible de reproduire l'ensemble de ces étapes soi-même. Et est-ce que c'est légal? Parce que là, on parle quand même de vaccins propriétaires. Alors, déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut breveter les gènes? Ça, c'est une question où moi, je pense qu'on ne peut pas, parce que sinon... On débattra du brevet logiciel, d'ailleurs, ensemble. L'acte devient un acte de contrefaçon, si on brevette les gènes, c'est un grand problème. Mais il se trouve qu'il y a une exception qui fait que tout pharmacien, avec une ordonnance, a le droit de reproduire l'intégralité du vaccin s'il en est capable. Donc, d'un point de vue légal, l'exception au brevet permet de produire ça soi-même. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour toutes ces explications très précises. C'était passionnant. Alors, à suivre, on continue notre marche vers l'innovation. Cette fois, on va découvrir des micro-robots qui marchent sur l'eau.